Checklist après décollage terminé. Le vol à destination de Charlotte, en Caroline du Nord, vient tout juste de décoller de l'aéroport de LaGuardia à New York. Des oiseaux. On les a percutés à pleine vitesse. Je prends les commandes. À toi les commandes. En quelques secondes, l'avion perd ses deux moteurs. Médée, 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 ici Cactus 1549. Voici l'histoire du vol US Airways 1549. We are in an emergency. Aéroport de LaGuardia à New York en milieu d'après-midi. Merci de prendre un moment pour écouter les consignes de sécurité. En théorie, il faudra à peine une heure au vol 1549 pour relier New York à Charlotte, à 900 km de là. En tout cas, il fera un peu moins froid à Charlotte. Le coussin de votre siège sert de bouée de secours. Aux commandes de l'Airbus A320, le commandant Chesley Sullenberger, 57 ans, Prêt pour le repoussage? et le copilote Jeffrey Skiles, 49 ans. Nous étions en retard car la météo n'était pas très bonne. Mais à ce moment-là, le ciel s'était dégagé. Il ne restait que des gros nuages. 2-8, frein relâché. Porte 2-8 pour Cactus 1549. À bord de l'appareil, on compte 5 membres d'équipage et 150 passagers. Parmi eux, Clay Presley, un homme d'affaires qui rentre chez lui en Caroline du Nord. Je suis arrivé à l'aéroport de LaGuardia. Il faisait très froid. Il avait un peu neigé ce jour-là et ils annonçaient une tempête. On voulait tous prendre ce vol au cas où les suivants seraient retardés à cause de la météo. L'équipage est arrivé de Charlotte une heure plus tôt. À l'aller, c'est le commandant qui pilotait. Ok pour les freins, toi les commandes. C'est donc le copilote qui sera aux commandes pour le vol retour. J'ai les commandes. C'est le partage habituel du travail au sein d'un équipage. Cactus 1549, piste 04, autorisé à décoller. Cactus 1549, autorisé à décoller. Pour les deux hommes, ce dernier tronçon marque la fin de 4 jours consécutifs de vol. Nous avons fait nos annonces habituelles. C'était un décollage tout à fait normal. Nous avons suivi les procédures ordinaires. Rien ne pouvait indiquer que ce décollage serait différent de tous les autres décollages de ma carrière. Et pourtant, avant la fin de la journée, cet équipage deviendra le plus célèbre de la planète. Train rentré, s'il te plaît. Train rentré. Ce jour-là, Patrick Harden est un des contrôleurs aériens en service à la tour de LaGuardia. Et son métier est un des plus stressants du monde. Quand je m'assieds devant un radar, je suis responsable de chaque passager, de chaque avion sous mon contrôle. Et je prends cette responsabilité très au sérieux. Cactus 1549, New York départ, contact radar, montez et maintenez à 15 000. Après son décollage de LaGuardia, l'avion doit d'abord grimper sur un cap nord-est avant de virer vers le sud. Je crois que j'avais 3 ou 4 avions sur ma fréquence à ce moment-là. C'était un décollage tout à fait normal. Pour moi, c'était juste un vol de plus parmi des millions. Propulsé par ses 2 réacteurs CFM56, l'Airbus monte rapidement dans le ciel. Cactus 1549, on passe 700 pour 5000. Belle vue sur l'Hudson aujourd'hui. Checklist après décollage terminé. L'avion n'a décollé que depuis 1 minute 30 et il vole déjà à plus de 400 km/h. J'ai aperçu quelque chose sur le côté, un peu sur notre droite, mais quand même devant nous. C'était un vol. Des oiseaux. Ils étaient très très près de nous, trop près pour que nous les évitions. On les a percutés à pleine vitesse. On sentait la puissance de l'avion nous faire grimper. Et puis, tout à coup, il y a eu ce gros boom. C'était comme s'il s'était arrêté en plein vol parce que nous avions percuté un mur. Mon Dieu, le moteur est en feu. Et puis quelqu'un a dit que le moteur gauche était en feu. Avant même que nous ne puissions évaluer la situation, On est en train de perdre de la puissance sur les 2 moteurs.
Les deux moteurs se sont étouffés. On essaie de redémarrer. 13 secondes après l'arrêt des deux moteurs, le commandant reprend le contrôle de l'appareil. Je prends les commandes. À toi les commandes. Prends le QRH et cherche perte de poussée sur les deux moteurs. Le QRH, c'est un manuel de référence rapide, listant toutes les situations d'urgence. Mayday, ici Cactus 1549. Nous avons percuté des oiseaux, nous avons perdu la poussée sur nos deux moteurs, nous retournons vers la Guardia. Lorsqu'un pilote dit Mayday ou qu'il déclare une urgence, on passe d'un état de concentration à un état d'hyperconcentration. On se concentre sur l'urgence elle-même et on essaye de trouver une solution au problème. D'accord, vous devez retourner à la Guardia, virez à gauche, Cap 220. 220. Tout à coup, on a senti une odeur dans la cabine passager. Quelque chose brûle. On a du carburant. Essayons de redémarrer. À ce moment, je me suis dit que nous allions devoir allumer le moteur. Manette des gaz. Tout réduit. Tout réduit. Selon la procédure, il faut essayer de redémarrer les moteurs. Et jusqu'au bout, j'ai cru que c'était possible. Vitesse optimum de rallumage. 300 nœuds. On ne les a pas. Non. Hey, Cactus 1549, si on arrive à dégager la piste... Piste 03, vous pouvez essayer d'atterrir? Non, on ne peut pas. Les conversations que nous avions étaient très courtes et pertinentes, ce qui est approprié dans les cas d'urgence. Il se passait beaucoup de choses. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour gérer. Lorsque le commandant Sullenberg a dit qu'il ne pouvait pas, ça ne m'a pas dérangé. Il était occupé à piloter l'avion et je le comprenais. Dans ces cas-là, mon travail consiste à chercher une autre option. Très bien, Cactus 1549, vous allez vous diriger vers la piste 3-1. Impossible. Le contrôleur propose toujours que l'avion revienne vers la Guardia. Mais l'appareil n'a plus que 1400 pieds d'altitude, même pas 500 mètres. Cactus 1549, la piste 04 est disponible. Si vous virez à gauche, dirigez-vous vers la piste 04. Je ne suis pas sûr de pouvoir atteindre une piste. Qu'y a-t-il à droite? Dans le New Jersey? Teterboro? D'accord, oui. À votre droite se trouve Teterboro. Vous voulez essayer d'aller à Teterboro? Teterboro est un petit aéroport situé à quelques kilomètres sur la rive ouest de l'Hudson, côté New Jersey. Mais en vol plané, il n'est pas certain que l'avion puisse l'atteindre. Vous voulez essayer Teterboro? Oui. Quand le contrôleur nous a parlé de Teterboro, j'ai envisagé cette possibilité. Ça m'inquiétait de me dire qu'il allait essayer cette option. Je pensais qu'on n'y arriverait pas. Nous étions tous très calmes. Les passagers attendaient d'avoir des informations. Ils voulaient être rassurés, savoir que tout se passerait bien. Et le commandant nous a parlé. Ici le commandant de bord. On espérait qu'il allait dire « Je contrôle la situation, tout va bien se passer. On va y arriver, on va faire demi-tour et atterrir à l'aéroport. » C'est ce qu'on espérait entendre. Préparez-vous pour l'impact. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « Préparez-vous pour l'impact » ? Et là, j'ai compris qu'il disait qu'on allait s'écraser. Baissez la tête! Je ne savais pas comment me préparer pour l'impact. Tout le monde se regardait, personne ne savait quoi faire. Qu'est-ce qu'il voulait dire et comment fallait-il faire? Vas-y, essaie le numéro 1. Je le remets. D'accord, remets-le. Remets-le. Pendant que l'équipage pilote son planeur de 70 tonnes, Patrick Arten essaie toujours de trouver une piste d'accueil. J'ai travaillé à l'aéroport de Teterboro pendant environ 3 ans, donc je connais très bien l'endroit. Et Cactus 1549, vous pouvez atterrir sur la piste 01 à Teterboro. Impossible. D'accord, quelle piste voulez-vous à Teterboro? On va amérir sur l'Hudson. Pardon, répétez, Cactus. J'avais très bien entendu, mais mon esprit ne voulait pas comprendre ce qu'il venait de dire. On va amérir sur l'Hudson. C'était une sentence de mort pour lui. Et je ne pouvais pas accepter que ce soit fini, me dire qu'il n'y avait plus d'autre solution. Je ne crois pas qu'on retourne à la Guardia. J'ai envoyé un email à ma femme disant que je l'aimais. Je n'ai rien dit d'autre. Je ne voulais vraiment pas qu'elle s'inquiète. Ok. Allons-y. Sors les volets. Je me suis dit, super, l'Hudson était notre meilleure option. C'était vraiment le seul endroit en vue où l'on pouvait poser l'appareil. En cabine, les passagers voient avec inquiétude la surface de l'Hudson se rapprocher. Alors je me suis mis à penser que si nous nous écrasions, il fallait que je sache où se trouvaient les sorties de secours. Si l'eau s'infiltrait, il fallait que je sois capable de retenir ma respiration assez longtemps pour atteindre ces sorties et ouvrir les portes, si c'était possible. Volet sorti,
250 pieds. Nous étions incapables de redémarrer les moteurs. Alors j'ai commencé à annoncer la vitesse et l'altitude, 170 nœuds, pour qu'il ait toutes les informations sur notre situation. Volet sur position 2. Tu en veux plus? Non. On reste à 2. Tu as une idée? Eh bien, en fait, non. Nous étions tellement concentrés sur ce que nous faisions que je savais que ça marcherait. Le radar du contrôle aérien ne détecte plus l'avion en dessous de 300 pieds. Le vol 1549 disparaît des écrans. Lorsque l'avion a disparu de mon radar, j'ai supposé qu'il n'y aurait aucun survivant. En cabine, les passagers se préparent pour le choc final. Tous les passagers ont vraiment réussi à garder leur calme. Et puis quelqu'un a crié qu'on était en train de s'écraser. On est prêt pour les sorties de secours. Baissez la tête! On est prêt. Et les gens près des portes ont dit qu'ils étaient prêts. J'étais mort de peur. On se met en position. On aurait dit que l'avion plongeait droit vers le fond de l'Hudson. Nous avons vu une montagne d'eau envahir le pare-brise. C'était comme une tornade. Des pièces de l'avion se sont détachées. Certains passagers ont été brinque-ballés dans tous les sens. Ensuite, l'avion est réapparu à la surface, puis s'est laissé doucement bercer par les vagues. Nous sommes restés assis. Nous étions tous en état de choc. On attendait de savoir quoi faire ensuite. Après un vol de 5 minutes et 8 secondes, l'Airbus A320 du US Airways vient d'amerrir en douceur sur l'Hudson. L'avion est quasiment intact et il n'y a aucun mort. Un véritable miracle. Enfin, pour l'instant. Car maintenant, il faut échapper aux eaux glacées qui rapidement commencent à s'infiltrer dans la cabine. L'équipage n'a pas le temps de se remettre de ses émotions. Il doit immédiatement procéder à l'évacuation de l'appareil. Le commandant décide aussitôt d'aller donner un coup de main au personnel de cabine. Je suis resté dans le cockpit et j'ai effectué la checklist d'évacuation. Il s'est peut-être écoulé 45 secondes avant que je ne rejoigne la cabine passager. En quelques secondes, la superbe machine volante à 75 millions de dollars s'est transformée en barque, flottant maladroitement sur la rivière. Et une barque pas totalement étanche. L'eau était gelée. Nous avions très froid aux pieds. Les gens ont repris leurs esprits et ont crié « Ouvrez les portes, ouvrez les portes ». Face à son écran, le contrôleur Patrick Arten est effondré. Pour lui, le pire est arrivé. Je ne pensais pas que quiconque puisse survivre à un amérissage comme celui-là. On m'a demandé de quitter mon poste. Je n'étais vraiment plus en état de contrôler le trafic. Immédiatement, Patrick est isolé au calme dans une pièce. Il doit faire à chaud une première relation des faits. C'est la procédure. Je n'avais envie de parler à personne. Je voulais juste me cacher quelque part. Je voulais mettre ma femme au courant, mais je savais que je ne pourrais pas lui parler. J'étais dans un état trop fébrile. Je ne voulais pas m'effondrer devant elle. Alors je lui ai juste envoyé un SMS disant « Il y a eu un crash, ne va pas bien, ne peut pas parler pour le moment ». Pendant ce temps, les passagers installés devant les issues de secours réussissent à ouvrir les portes. Et l'évacuation peut débuter sous la direction de l'équipage. Je me suis levé précipitamment et je me suis dirigé vers les sorties de secours. Je me suis retrouvé dehors, sur l'aile, à quelques pas du fuselage. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les gens avaient pris leur bouée de sauvetage. Ils avaient enlevé les coussins de leur siège ou ils avaient pris leur gilet de sauvetage. Moi, je n'avais rien. Le copilote finit par rejoindre le reste de l'équipage pour accélérer l'évacuation. Une des hôtesses est blessée et il sait qu'ils ont peu de temps. Je suis retourné jusqu'au milieu de la cabine. Le commandant, 2 passagers et moi avons enlevé les coussins des sièges ainsi que les gilets de sauvetage et nous les avons fait passer. J'essayais d'évaluer la situation. Est-ce que l'avion allait exploser? Que devions-nous faire ensuite? 7 ou 8 personnes s'étaient mises à l'eau. Mais comme elles tremblaient de froid, nous les avons aidés à remonter sur l'aile.
À l'arrière de la cabine, le niveau de l'eau continue à monter, rendant l'évacuation de plus en plus difficile pour les derniers passagers. Montez sur les sièges s'il le faut. L'Airbus A320 menace de couler. Nous étions vraiment dans l'eau. Nous avions de l'eau jusqu'aux genoux et elle était glacée. Toutes les parties immergées du corps nous faisaient un mal de chien. Avancez! Il y a quelqu'un! Nous étions quasiment certains qu'il ne restait plus personne dans l'avion. Mais nous n'avions aucune idée de ce qui se passait sur les ailes. Le commandant et le copilote sont les derniers à sortir de l'appareil. I just saw the big splash when the plane just bounced over the water. A small commercial airline crashed into the water. They've been in the water more than 10 minutes already. Immédiatement, le contrôle aérien de la Guardia déclenche l'alerte auprès de tous les services de secours de la ville de New York. La course contre la montre est lancée pour sauver 155 personnes bloquées en plein milieu de l'Hudson. Quand j'ai vu le premier ferry arriver, je me suis dit que finalement, nous allions nous en sortir. J'ai poussé un soupir de soulagement. Les premiers à arriver sur place sont les ferries qui font la navette entre les deux rives de l'Hudson. Rapidement, ils sont rejoints par les gardes-côtes et les pompiers. Même réfugiés sur le ferry, tout le monde était encore inquiet. Nous ne savions pas si tous les passagers de l'avion avaient réussi à sortir. J'étais assis dans le bureau, je me préparais à faire ma déposition. Par où je commence? Et c'est là qu'un de mes amis a passé la tête par la porte du bureau et m'a dit « Hey Patrick, on dirait qu'ils ont tous survécu. » Je n'y croyais pas. C'était une nouvelle incroyable. J'étais toujours sous le choc de l'accident, mais le fait de savoir que tous les passagers s'en étaient sortis, c'était comme si tout le poids du monde s'était envolé de mes épaules. Les chaînes de télévision, elles aussi, sont sur les lieux en quelques minutes. Et le sauvetage des passagers de l'équipage du vol 1549 se déroule en direct avec la nation entière pour témoin. Parmi les téléspectateurs, les enquêteurs du NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports. Ils ne sont pas les moins captivés. Hé, venez voir ça. Nous avons appris des choses sur l'accident avant même de commencer l'enquête. Les chaînes de télé montraient l'appareil flottant sur le fleuve. D'emblée, tout le monde s'accorde à reconnaître cet amérissage comme un véritable exploit. I think it was a miracle and very blessed to walk away. I reached over to Captain Sully and just said, I just want you to know you saved my life and everyone's lives here. In my mind, we were dead and every one of us came out of that alive. It's a miracle. Alors que la nuit tombe, l'avion s'enfonce de plus en plus. Le courant le repousse vers la rive. L'avion était attaché à l'embarcadère et nous sommes allés voir à quoi nous avions affaire, mais il faisait déjà nuit, on ne pouvait rien faire. Un autre des enquêteurs du NTSB, Harald Reichel, découvre la situation. L'eau était noire, on ne voyait que la queue de l'avion. Une grande partie du fuselage et une des ailes étaient sous l'eau. Nous savions qu'il serait extrêmement difficile de sortir l'avion de l'eau pour l'emmener dans un endroit où nous pourrions examiner plus posément les différentes parties de l'appareil. Pour les enquêteurs, la situation est totalement incongrue. Habituellement, on leur demande de trouver la cause d'un accident, mais dans le cas du vol 1549, la cause est évidente. Des oiseaux. Et le message de détresse était d'une clarté limpide. Cactus 1549, nous avons percuté les oiseaux, nous avons perdu la poussée sur nos deux moteurs, nous retournons vers la Guardia. D'accord, vous devez revenir. A priori, l'accident était lié à une collision à basse altitude avec des oiseaux. Je crois que tout le monde admettait que des oiseaux avaient heurté l'avion. Mais on ignorait quel type d'oiseau était capable de mettre un avion en détresse. Et puis, la collision était-elle la seule cause ou y avait-il autre chose? Est-ce que l'équipage avait réagi correctement et piloté l'avion comme ils auraient dû? Je prends les commandes. À toi les commandes. Prends le QRH et cherche. US Airways pilot made an incredibly skillful emergency landing in the Hudson River. Évidemment, les enquêteurs souhaitent entendre au plus tôt les deux pilotes. Mais leur soudaine notoriété les rend presque inaccessibles. C'était un peu plus dur que d'habitude de savoir où l'équipage se trouvait et de réussir à leur parler. C'étaient des héros.
Rien ne peut préparer quelqu'un à la frénésie médiatique qui suit un tel exploit. Et cette brutale célébrité n'est pas la seule difficulté que rencontrent les inspecteurs du NTSB. Le plus dur dans cette affaire, c'est que personne ne voulait salir l'image du commandant Sullenberger. C'était un héros, et nous étions ceux qui allaient le critiquer, disséquer ses faits et gestes, et décider s'il avait eu raison ou tort de prendre cette décision. Si les oiseaux sont la cause de l'accident, le choc a forcément laissé des traces. Mais pour l'heure, l'avion est toujours sous l'eau. Et en plus, il lui manque une partie essentielle. On nous avait dit que les deux moteurs étaient toujours attachés à l'avion. Mais ce n'était pas le cas. Le premier objectif a tout de suite été de retrouver le second moteur. Nous ne savions pas exactement où il se trouvait. Concentrons-nous sur cette zone. Nous avions des vidéos de l'amérissage et nous pouvions faire des recoupements. Nous avons aussi utilisé des sonars pour effectuer des balayages latéraux qui nous ont donné des images assez claires du fond du fleuve. Ça n'a pas été simple parce qu'il y a du courant dans l'Hudson et il change durant la journée. Il nous a fallu 3 jours pour retrouver le moteur. Il va falloir quelques jours supplémentaires pour transférer l'ensemble de l'avion vers un entrepôt du New Jersey et être mis à disposition des enquêteurs. On ne pouvait vraiment rien faire sur les bords de l'Hudson. C'était un vrai défi de transporter un avion de 45 ou 60 mètres de long à travers une zone aussi peuplée que le New Jersey. Dans l'attente, le NTSB commence à travailler avec les 2 boîtes noires. Très bien, écoutons ça. Retrouvée dans la queue de l'appareil, la partie la plus endommagée. Les enregistreurs des données de vol et des voix du poste de pilotage étaient en excellent état. L'arrière de l'appareil avait subi pas mal de dommages, mais les enregistreurs avaient très bien tenu le coup. Cactus 1549, New York départ. Nous avons eu de la chance, toutes les données ont pu être téléchargées normalement. On est en train de perdre de la puissance sur les 2 moteurs. L'écoute des boîtes noires est essentielle pour comprendre comment l'équipage a réagi face à l'urgence. Dans cette affaire, le commandant Sullenberger et le copilote Skyle ont procédé de façon extrêmement professionnelle. Allumage moteur. Chacun d'eux a tenu son rôle et ses responsabilités, et ils les ont gardés pendant toute la durée de l'incident et n'ont communiqué que lorsque cela était nécessaire. Sors les volets. À bord du vol 1549, je prends les commandes. À toi les commandes. Il n'aura fallu que quelques secondes aux 2 pilotes pour se répartir le travail. Ils ont parfaitement maîtrisé la procédure. Le copilote, il est vrai, la connaissait bien. Il venait juste de l'apprendre au cours de sa toute récente formation sur Airbus. C'était mon premier voyage en tant que pilote de ligne aux commandes d'un Airbus A320. Je sortais tout juste de formation. En conséquence, il savait parfaitement vers quelle checklist se tourner. Et c'est ce qu'il a fait. S'il reste du carburant, allumage, sélecteur moteur. Les équipages sont très bien préparés aux procédures d'urgence. Dans ce genre de cas, le plus important, c'est de suivre les procédures. C'est exactement ce qu'a fait le copilote Skyle. Il a ouvert le manuel de référence rapide et a suivi la checklist appropriée. Mais en se penchant à leur tour sur cette fameuse procédure, les enquêteurs font une découverte troublante. Elle était rédigée pour un événement se produisant à 20 000 pieds d'altitude, ce qui laisse à l'équipage suffisamment de temps pour effectuer lentement et soigneusement une checklist de 3 pages, à la fin de laquelle on peut lire comment faire un amérissage d'urgence. La checklist faisait 3 pages et franchement, je n'ai eu le temps d'en lire que la moitié. Vitesse optimum de rallumage. L'équipage a passé beaucoup de temps à essayer de rallumer les moteurs, alors qu'ils auraient pu se concentrer sur la préparation de l'amérissage. 300 nœuds. On ne les a pas. Non. Dans le passé, des checklists mal rédigées ou trop compliquées ont pu jouer un rôle fatal dans des catastrophes aériennes. Ainsi, en 1998, suite à un début d'incendie en plein vol, l'équipage d'un vol Swissair aurait peut-être pu sauver l'avion et ses passagers s'ils n'avaient pas cherché à respecter scrupuleusement une checklist trop longue. Pour l'appliquer, il leur fallait 30 minutes. Ils ne les avaient pas. Mais dans le cas du vol 1549, la checklist n'était pas le plus grand défi pour les 2 pilotes.
Je ne suis pas sûr de pouvoir atteindre une piste. Réaliser un amérissage avec un avion de ligne est extrêmement difficile. Même parfaitement effectué, il peut tourner à la catastrophe. Ce fut le cas en 1996, où, en panne de carburant à la suite d'un détournement, le commandant d'un vol Ethiopian Airlines tenta un amérissage dans les îles des Comores. Malheureusement, l'avion toucha la mer de son aile gauche. Déséquilibré, il capota et se disloqua. Sur les 175 personnes à bord, seules 50 survécurent. Et puis les enquêteurs le savent, aucune grande compagnie ne forme ses équipages au simulateur pour leur apprendre à amérir. S'entraîner à un amérissage d'urgence sur un simulateur est très difficile. Nous n'avons pas d'exemple nous permettant de simuler avec précision le comportement d'un avion quand il touche l'eau. Étant donné la rareté de ce genre d'événement, il serait très difficile de justifier la formation des pilotes aux amérissages. C'est tout le mérite du commandant Sullenberger, qui, sans entraînement spécifique, a procédé à un amérissage presque parfait. Il s'est présenté le nez en l'air, les ailes à plat, a touché l'eau avec la queue pour ralentir l'appareil et éviter qu'il ne se désintègre. Très beau pilotage. Mais au-delà du commentaire admiratif, les enquêteurs se posent aussi une autre question et vont rechercher la réponse au simulateur. Le commandant Sullenberger était-il vraiment obligé d'amérir sur l'Hudson? Préparez-vous pour l'impact. Ou aurait-il pu rejoindre une piste? M'aider, ici Cactus 1549. Nous avons percuté des oiseaux, nous avons... La question en fait est de savoir si l'équipage a pris la bonne décision dans les secondes qui ont suivi la collision avec les oiseaux. Allumage moteur. Nous voulions savoir si les pilotes avaient bien réagi. C'est ce que nous avons testé au simulateur. L'avion avait-il assez d'altitude pour retourner à LaGuardia? Et d'après nos résultats, ils avaient une chance sur 2 d'y arriver. Une chance sur 2 juste après l'impact. Car 35 secondes plus tard, après avoir appliqué la procédure et tenté en vain de redémarrer les moteurs, LaGuardia cette fois était hors de portée. Lorsque nous avons pris en compte le processus de prise de décision du commandant Sullenberger, nous avons admis qu'il était impossible pour eux de revenir à l'aéroport. Cactus 1549, la piste 04 est disponible. Il n'y a donc aucun doute. On va amérir sur l'Hudson. Poser l'avion sur l'Hudson était la bonne décision. Instinctivement, le commandant Sullenberger a compris qu'il n'avait pas suffisamment d'altitude pour planer jusqu'aux pistes de LaGuardia ou de Teterboro. Moteur éteint. Et le commandant a pris également une autre décision, qui n'était pas en tête de la checklist et qui s'est révélée déterminante pour la survie des passagers. Je démarre l'APU. L'APU est un groupe auxiliaire de puissance. Situé dans la queue des avions de ligne, il permet d'alimenter l'appareil en électricité lorsque, au sol, les réacteurs sont éteints ou en cas de panne en plein vol. L'APU lui a permis de continuer à utiliser les instruments de bord. Cette énergie a également permis à l'avion lui-même de participer à l'amérissage. Alimentés, les ordinateurs de bord ont maintenu les dispositifs de sécurité, empêchant ainsi l'appareil de prendre une position dangereuse et de sortir de son domaine de vol. En démarrant l'APU assez tôt, l'équipage a pu maintenir l'avion dans son domaine de vol, ce qui l'empêche de décrocher quand la vitesse est trop faible. Il est à la limite du décrochage. De fait, la vitesse de l'avion, d'après les boîtes noires, était très basse. Pendant l'accident, l'avion aurait dû voler à environ 20 nœuds de plus. Mais l'A320 est équipé d'un ordinateur conçu pour ajuster en permanence l'assiette de l'appareil et l'empêcher de décrocher. L'issue aurait vraiment pu être beaucoup plus catastrophique si l'avion avait décroché. Je démarre l'APU. La rapidité de la réaction du commandant a permis aux ordinateurs de bord de continuer à fonctionner, lui fournissant un filet de protection automatique et augmentant sérieusement ses chances de succès à l'amérissage. On va amérir sur l'Hudson. C'est la conjonction d'un bon équipage et d'un bon avion. Allons-y. Sors les volets. Le commandant a eu la présence d'esprit, par exemple, de se tourner vers le copilote alors qu'ils étaient à environ 200 pieds, prêts à amérir, et de lui demander « Tu as une idée ?» Eh bien, en fait, non. Ils ont été coordonnés jusqu'au bout. C'est vraiment le genre de choses que nous aimons voir.
Le talent, l'entraînement de l'équipage, allié à la conception de l'avion, ont permis de sauver 155 vies. Mais pour les enquêteurs, il demeure malgré tout deux questions. Comment de simples oiseaux ont-ils réussi à mettre hors d'usage 2 réacteurs? Et existe-t-il un moyen pour empêcher qu'un tel accident ne se reproduise? Une semaine après la baignade forcée, les enquêteurs peuvent enfin examiner en détail les 2 moteurs. Richard Dolbear est spécialisé dans la collision entre avions et oiseaux. Lorsqu'un avion heurte un oiseau, il ne reste en général pas grand-chose de l'oiseau, surtout si celui-ci est passé à travers le moteur. Les 2 réacteurs sont démontés et analysés pièce par pièce pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé à 1000 mètres au-dessus de New York. Bien, regardons l'intérieur. Nous avons passé les surfaces des moteurs à la lumière noire, ce qui rend les protéines des tissus fluorescentes. La plupart des tissus avaient disparu, mais il restait beaucoup de protéines sur la surface du moteur. Regardez ça. Au cœur du moteur droit, les enquêteurs retrouvent des vestiges calcinés. Nous avons surtout découvert des tissus musculaires, des fragments d'os et des restes de plumes minuscules. J'ai réussi à trouver 29 échantillons dans l'un des moteurs et 14 dans l'autre. Mais les moteurs ne sont pas les seules parties de l'avion à être endommagées. Des oiseaux. Wow! L'avion a heurté un grand nombre d'oiseaux. Nous en avons trouvé la preuve sur les ailes, sur les volets et sur le fuselage. Mais en général, ça n'empêche pas un avion de voler. En aéronautique, le péril aviaire est une menace bien connue. Le péril aviaire est un problème plus important qu'on ne le pense. Durant les 20 dernières années, environ 210 avions ont été détruits à cause de collisions avec des oiseaux. Un exemple, ce Boeing 757 au décollage de Manchester qui vient de percuter un corbeau. L'avion s'est reposé sans encombre sur un seul moteur. Pour la seule année 2008, on dénombre 4 accidents. Ce Boeing 747 a ingéré une crécelle à pleine vitesse sur la piste. Les pilotes ont interrompu le décollage, personne n'a été blessé mais l'avion a été détruit. Les 2 moteurs de cet autre avion ont percuté des pélicans et un oiseau a même fini sa course dans le cockpit. 2 millions de dollars de réparation. Autre exemple, un canard a percuté le moteur d'un MD-10, bilan 900 000 $ de dégâts. Quant à ce petit avion de tourisme, la collision avec un pélican a coûté la vie à ses 5 occupants. Au total, depuis 1988, les collisions aviaires ont fait plus de 200 morts. Un chiffre qui pourrait augmenter avec le nombre en progression des oiseaux dans le ciel. Depuis que l'usage des pesticides dangereux pour les oiseaux, comme le DDT, a été réduit, nous avons remarqué une très forte augmentation du nombre d'oiseaux, dont une augmentation remarquable du nombre de bernaches du Canada qui sont des oiseaux résidents, c'est-à-dire qui ne migrent pas. À travers les États-Unis, leur nombre est passé d'1 million à 4 millions. À l'aéroport de LaGuardia de New York, la colonie de bernaches installée à proximité des pistes est devenue un véritable problème. Entre 2002 et 2004, il y a eu 8 collisions avec des bernaches du Canada à LaGuardia, sur l'aéroport lui-même ou juste à côté. Un avion a même failli s'écraser à cause d'une de ces collisions. Résultat, depuis plusieurs années, les autorités aéroportuaires ont essayé à plusieurs reprises de rassembler cette colonie de bernaches pour les euthanasier. Une action controversée, mais efficace en termes de sécurité aérienne. Alors, d'où venaient ces oiseaux? Il faut savoir si les bernaches qui ont percuté le vol 1549 vivent dans les environs, et si oui, contrôler leur population. Les vestiges que nous avons trouvés étaient si petits que nous ne pouvions pas vraiment déterminer l'espèce des oiseaux. Nous avons demandé l'aide de la Smithsonian Institution. Ils sont capables d'identifier des espèces à partir de très petits vestiges, ou de minuscules bouts d'ailes ou de peau.
Les recherches, ADN compris, pour identifier l'espèce et l'origine des oiseaux vont demander quelque temps. En attendant, les enquêteurs essaient de comprendre pourquoi, dans le cas du vol US Airways, l'avion s'est retrouvé sans moteur. Car en théorie, les réacteurs sont conçus pour résister aux ingestions d'oiseaux. Avant d'être monté sur un avion de ligne, un nouveau modèle de moteur doit prouver sa résistance. Ainsi, en 1996, pour être certifié, le CFM56, qui équipait l'Airbus A320, a dû prouver sa capacité de digestion des volatiles. Le test que le moteur CFM a dû réussir consistait à projeter un oiseau d'1,8 kg avec un canon à air dans un moteur tournant presque à pleine puissance. Pour réussir ce test, les réacteurs doivent demeurer intègres, même s'ils ne fonctionnent plus. Ce fut le cas pour le vol 1549. Les moteurs n'ont pas subi ce que l'on appelle une défaillance non contrôlée. Aucun gros morceau de pale ni quoi que ce soit d'autre n'a volé à travers le fuselage pour venir blesser les passagers. Les pales sont toujours les parties les plus intéressantes à inspecter. Elles nous apprennent souvent des tas de choses. Un réacteur se compose d'une succession de grosses hélices à pales qui vont comprimer l'air dans la chambre de combustion. Il est facile d'imaginer, dans cette mécanique de précision, les dégâts causés par l'arrivée impromptue d'un volatile. Lorsqu'une des pales d'un moteur lâche, cela entraîne rapidement d'autres détériorations. Dans ce cas précis, toutes les pales étaient en place. Elles ont subi de graves dommages, mais aucune n'était cassée. L'analyse des deux moteurs confirme que les pales ont résisté. En fait, c'est le mécanisme délicat de la chambre de combustion qui fut mortellement touché. Oh oh. On est en train de perdre de la puissance sur les deux moteurs. Quand nous avons analysé le moteur, nous avons établi qu'il y avait des dommages importants à l'intérieur de la chambre de combustion. Lorsqu'un oiseau est aspiré jusque dans cette chambre, sa masse est tellement grande comparée à ses pales qu'il fait beaucoup de dégâts. Les oiseaux qui ont heurté le vol 1549 Médée, ici Cactus 1549. ont déchiqueté les compresseurs du moteur. Aspirés jusque dans la chambre de combustion, des fragments de métal ont éteint les deux moteurs en quelques secondes. Nous avons percuté des oiseaux, nous avons perdu la poussée sur nos deux moteurs, nous retournons vers la Guardia. Enfin, les résultats d'analyse ADN tombent et confirment les soupçons des enquêteurs. Les scientifiques sont catégoriques. Les oiseaux impliqués dans l'accident étaient bel et bien des bernaches du Canada adultes. Des volatiles bien plus gros que ceux utilisés durant les tests de certification. Grâce à cette analyse, nous avons pu savoir que les oiseaux en question devaient peser environ 4,5 kg. Les analyses prouvent également que 4 oiseaux ont percuté les deux moteurs. C'était au-delà de leur résistance. Les oiseaux sont rarement ingérés jusqu'à la chambre de combustion du moteur. Oh oh. Et il est rare que les moteurs cessent totalement de fonctionner après un tel événement. Allumage moteur. Ce qui fait de cet événement un cas encore plus isolé, c'est que les deux moteurs ont percuté des oiseaux avant de s'éteindre. On va amérir sur l'Hudson. Les tests ADN prouvent également que les bernaches incriminés ne faisaient pas partie des colonies voisines de l'aéroport. Il s'agissait de bernaches qui avaient passé l'été précédent au Canada, des bernaches migrantes. La collision s'est déroulée à plus de 7 km de l'aéroport de la Guardia. Aucun des programmes en vigueur pour réduire le nombre d'oiseaux dans la zone n'aurait pu empêcher cet accident. Une telle collision pourrait donc se reproduire, à moins de trouver le moyen de séparer dans le ciel les avions des oiseaux. Whisky 2, perte de contact radar, signalé sud-est à 20. Je ne peux pas vous voir à cette altitude. Un défi technologique difficile à relever. Chaque année, 2 millions d'avions traversent le ciel new-yorkais. La plupart des gens n'ont pas conscience des problèmes que les oiseaux peuvent causer.
Ils ne comprennent pas comment un organisme aussi petit et apparemment insignifiant par rapport à la taille d'un avion peut causer des pannes aussi catastrophiques. L'industrie aéronautique essaie pourtant de trouver des parades. Par exemple, pourquoi ne pas installer des écrans de protection devant l'entrée d'air des moteurs? Les écrans peuvent tomber. Ils peuvent se casser, ils seraient alors aspirés par les moteurs, ce qui causerait des dommages aussi, voire encore plus catastrophiques. Et puis, en cas d'obstruction, les écrans perturberaient l'écoulement de l'air au point, dans certains cas, d'éteindre les réacteurs. Sans parler de l'hiver, qui lui aussi poserait des problèmes. Un écran serait un parfait accumulateur de glace. Il permettrait à la glace de se former très rapidement dans des conditions de gel. Une solution plus prometteuse a été mise en place dans plusieurs villes américaines, y compris l'aéroport John Kennedy à New York. Ici, un radar spécialisé est chargé de balayer le ciel pour détecter la présence d'oiseaux sur la trajectoire des avions. Habituellement, un radar normal émet des ondes qui se réfléchissent sur tout ce qu'elle rencontre. Mais sur l'écran du contrôleur ne s'affichent que les plus gros, en l'occurrence les avions. Les écrans seraient encombrés si on affichait tout. Par exemple, les grands mâts des navires apparaîtraient sur les radars comme étant des échos à basse altitude. L'encombrement serait tel qu'il gênerait considérablement le contrôle aérien. Ces nouveaux radars aviaires, eux, sont calibrés pour détecter des objets de la taille d'un colibri. En cas de risque de collision, ils permettent de donner l'alerte aux équipages en vol. J'adorerais voir se développer cette technologie de radar aviaire, mais il faudra trouver comment intégrer cela dans le travail déjà stressant d'un contrôleur aérien, sans que cela ne soit une surcharge de travail. Pour l'instant, les tests se poursuivent, mais l'usage généralisé des radars aviaires n'est pas encore d'actualité. Cactus 1549, piste 04, autorisé à décoller. Cactus 1549, autorisé à décoller. Et d'ici là, les collisions avec les oiseaux se poursuivront. Dans l'attente, les pilotes retiennent la leçon du vol 1549. La meilleure défense contre la menace aviaire est encore la vigilance, la compétence et la réactivité de l'équipage. Nous avions un équipage très expérimenté et très bien formé. Je prends les commandes. À toi les commandes. Prends le QRH et cherche perte de poussée sur les deux moteurs. Tous nos entraînements et toutes les années que nous avons passées à piloter des avions, tout nous revient quand on en a besoin. Je prends les commandes. À toi les commandes. Sullenberger et moi avons fait un travail d'équipe remarquable ce jour-là. Je savais à quoi il pensait et il savait ce que je pensais. Nous accomplissions chacun notre rôle en ayant conscience de l'ensemble de la situation. D'accord, vous devez retourner à la Guardia, virez à gauche. Cap 220. 220. En tant que contrôleur aérien, cet événement m'a aidé à relativiser les choses. Je suis plus conscient de l'importance du travail d'équipe. Quand on travaille ensemble, on peut accomplir beaucoup. À votre droite se trouve Teterboro. Vous voulez essayer d'aller à Teterboro? On va amérir sur l'Hudson. Et puis, aux côtés de l'entraînement et de la compétence, il ne faut pas oublier un autre élément essentiel. La chance. Ce jour-là, le temps était clair. Les conditions sur le fleuve étaient parfaites. C'est aussi grâce à cet environnement favorable que l'équipage a pu amérir sur le fleuve. Au NTSB, nous avons rarement affaire à des miracles. Mais cet incident a bénéficié de circonstances exceptionnelles. Les choses étaient au bon endroit au bon moment. Et nous sommes nombreux à penser qu'il s'agit d'un miracle. Belle vue sur l'Hudson aujourd'hui.